Si je vous dis, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou bien, c'est ainsi que nous avançons, barque à contre-courant, sans cesse ramenés vers le passé. Ou encore, cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. Quel est le point commun entre ces célèbres citations ? Elles sont toutes les trois l'excipit de leur œuvre, c'est-à-dire la toute dernière phrase. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin d'une histoire dans son ensemble, dans son écriture, dans ses enjeux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode à la croisée des plumes. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée, Colombe Bonnet. Bonjour Colombe. Bonjour. Pour le mois de décembre, celui qui annonce la fin de l'année, j'avais envie de parler de la fin d'un roman. Après le début d'un roman, l'incipit, dont on a parlé avec Sandy Ruperti dans le tout premier épisode du podcast, on va maintenant parler de l'excipit. Mais comme je voulais pas attendre le dernier épisode du podcast pour ça, parce que je sais pas quand celui-là arrivera, je me suis dit, pourquoi pas pour la fin de l'année. Mais avant cela, on va commencer par parler un peu de toi, Colombe, pour que les auditeurs fassent ta connaissance. Alors moi, je t'ai d'abord connue comme l'une de mes éditrices chez Magic Mirror Éditions, mais tu es plus que ça, alors est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis également autrice, même si ça me fait encore un peu bizarre de dire ça, mais je peux maintenant le dire, avec un roman qui va sortir là en janvier, dont on pourra peut-être reparler un petit peu plus tard. Et effectivement, jusqu'en septembre dernier, j'étais bénévole à Magic Mirror Éditions. J'étais bénévole pendant 8 ans, d'abord au comité de lecture, puis en bêta lecture, correction éditoriale, sur les salons et pour l'organisation de la retraite d'écriture. Et alors, par contre, c'est évidemment pas ma carrière. Je suis prof, comme certain nombre d'autrices qui sont passées par ton podcast. Et j'ai surtout une formation scientifique à la base. Donc j'ai un master recherche en biologie des organismes et ensuite un master dans l'éducation. On va pouvoir parler de ce que tu écris, parce que ton premier roman, donc c'est Silver Scalpel, c'est ça, va sortir aux éditions du Gros Caillou en janvier prochain. Oui. Alors tu l'as écrit à 4 mains avec ta sœur Laure. Est-ce que tu peux nous le présenter, sachant que c'est peut-être une avant-première, là, une exclusivité ? Alors du coup, quand l'épisode sortira, la promo de la maison d'édition aura commencé. Il va sortir le 2 janvier 2025. Et donc avec ce roman, on a été les gagnantes du concours des éditions du Gros Caillou 2023. Et notre texte, il a été choisi parmi un petit peu moins de 200 textes. Donc on était quand même assez fiers de nous. Ouais, bravo. Alors c'est pas du tout de l'imaginaire comme la plupart des invités du podcast. Nous, on a écrit un roman policier, thriller, roman noir. Donc c'est avec un duo d'enquêteurs qui vont enquêter. Ils font partie de la BRIF, donc c'est la brigade de recherche et d'investigation financière. Donc c'est une brigade qui s'intéresse surtout aux criminels en col blanc. Et donc on va suivre le capitaine Adhémar de Saint-Raymond, qui est un aristocrate désargenté avec de hautes valeurs morales. C'est un peu un chevalier blanc, mais on voulait un peu côté aristocratique. La devise de sa famille, c'est « à la vertu, il n'y a pas d'obstacle ». Mais du coup, c'est ce qui va aussi peut-être être un obstacle en soi à un moment donné, c'est-à-dire de choisir entre ses valeurs morales et ce qu'il doit faire au cours de son enquête. Et il a une acolyte qui s'appelle Daphné Queneau, qui est une jeune femme très travailleuse, mais un peu mal vue à la brigade, et elle a un humour très décalé. Et par contre, elle est d'une loyauté sans défaut, notamment envers son capitaine de Saint-Raymond. Et ils vont mener une enquête. Un jour d'hiver, une pluie verglaçante sur l'autoroute près de Bourg-en-Bresse, un camion qui se renverse, et parmi la cargaison qui s'est déversée sur le bas-côté, il y a un fût rempli de fœtus humains. Le chauffeur est russe, il faut donc quelqu'un qui puisse enquêter sur un trafic humain qui parle russe, et c'est le cas de ce cher capitaine Adhémar de Saint-Raymond. Donc on va lui confier l'enquête. Mais attention, l'enquête ne les mène pas en Russie,
mais sous le soleil éclatant de la Barbade. Donc si vous voulez vous réchauffer cet hiver, Sylvain Scalpel est déjà en précommande. J'adore. Moi, je lis pas du tout de policiers, enfin très peu en tout cas. Mais comme j'ai déjà lu quelques-uns de tes écrits que tu m'avais fait lire, en plus en imaginaire, bah, j'ai hâte de te suivre de ce côté-là, voilà. Et alors, il y a des aspects un petit peu glauques, mais en fait, le ton du roman est très léger. Donc, voilà. C'est un peu glauque, quand même. Mais Bah, le coup des fétiches, ouais, déjà. ça, on part sur du trafic humain. Bah, peut-être parmi nos auditeurs, auditrices, il y a des lecteurs de policiers. Donc voilà, prochaine lecture à découvrir, en précommande et ça sort le 2 janvier aux éditions du Gros Caillou. C'est ça. Pour finir ta présentation, Colombe, j'aimerais bien savoir si tu as un roman préféré ou alors est-ce que tu as un dernier coup de cœur littéraire à nous partager. Alors, quand on me pose cette question, j'ai un peu une réponse toute faite, mais j'ai un roman préféré. C'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est pas très original, mais c'est vraiment mon roman doudou, c'est-à-dire c'est vraiment celui que je relis si j'ai un coup de mou par exemple. Je sais que je vais relire même si c'est que des extraits, mais je vais reprendre ce roman-là pour relire des extraits. Il faut savoir que moi je l'ai lu quand j'étais ado. Je ne savais pas ce qui allait se passer en le lisant, c'est-à-dire que le film n'était pas encore sorti. Je connaissais pas bien Jane Austen, c'est ma sœur qui m'a mis entre les mains, tiens, j'ai une intégrale de Jane Austen, lis ça va te plaire. Et je l'ai lu en ne sachant pas du tout ce qui allait se passer. Et du coup, je suis tombée dans tous les pièges que Jane Austen a posés. C'est-à-dire, je ne savais pas avec qui Elizabeth Bennet allait terminer. J'ai trouvé ce cher Mr. Wickham finalement assez charmant au début. Et j'ai lu la lettre de Darcy en la découvrant en même temps qu'Elizabeth. Et c'était extraordinaire. La chance de découvrir un classique comme ça, ouais, sans savoir la fin, justement. Sans C'est rien le thème. savoir. Oh là là, j'aimerais, ouais. Il y a ce genre d'œuvre que t'aimerais bien des fois découvrir pour redécouvrir pour la première fois. Exactement. Mais c'est pour quand même prouver la qualité de l'œuvre aussi, c'est que tu peux toujours autant la relire, même si tu la connais par cœur, si tu sais comment ça se termine, mais tu prends toujours autant de plaisir. C'est justement que c'est un super roman, quoi. Oui, et puis Jane Austen, j'adore son côté satirique. Moi, je suis très sensible à l'humour anglais. Bon, effectivement, la satire sociale qu'elle fait, c'est aussi assez extraordinaire en soi. Mais j'aime beaucoup aussi ses autres romans. Mais Orgueil et préjugés, c'est vraiment mon préféré. Moi, j'aime beaucoup Emma aussi. J'adore Emma. Et alors, c'est si vous voulez apprendre à écrire des dialogues et caractériser les personnages par le dialogue, je vous conseille de lire Emma de Jane Austen. C'est peut-être le second le plus adapté avec Orgueil et préjugés, j'ai l'impression. C'est possible. Parce qu'il y en a pas mal d'adaptations de Emma aussi. Hein. Donc, moi, j'en connais au moins 4 différentes. 5 en comptant Clueless, là, la version des années 90 aux États-Unis là. Donc, ouais, franchement, moi, j'adore Jane Austen aussi. Et je milite contre les préjugés qu'ont certaines personnes qui connaissent pas et qui imaginent que c'est une romance un peu cucu, on prend le thé, etc. Mais non, justement, il loupe le côté vraiment très ironique qu'elle a sur la société anglaise, sur la condition des femmes aussi, le mariage, la question du mariage et tout. J'adore beaucoup. Enfin, j'adore vraiment Jane Austen. Et elle écrit des personnages ridicules, mais c'est vraiment, c'est maîtrisé et on sent que c'est maîtrisé. Eh bien, merci pour ce partage. Je pense que t'es pas la seule à l'avoir dans les romans préférés, mais encore une fois, ça se comprend, quoi. Alors maintenant, on va aborder le sujet du jour. Écrire la fin d'un roman, encore une vaste question. Ça va être un peu difficile de parler du sujet sans spoiler. Hein. Je me suis pas facilité la tâche aujourd'hui. Mais voilà, on va se débrouiller, vous allez voir. On va essayer de pas trop spoiler des éléments clés de certaines intrigues. Mais pour commencer, je me demandais, pour toi, Colombe, quand tu commences l'écriture d'un roman, est-ce que tu as déjà en tête la fin de l'histoire ? Alors, je vais répondre oui, mais. C'est-à-dire que j'ai toujours, quand je commence à écrire, j'ai toujours la première scène et le dénouement. C'est vraiment la base. Je sais toujours comment ça commence et comment ça se termine. Par contre, des fois, c'est un petit peu flou quand même la fin.
C'est-à-dire que je sais ce qui va se passer à la fin, mais des fois, quand j'y arrive, finalement, c'est pas aussi détaillé que ce que je pensais que ça serait. Ça me met parfois en difficulté. Par exemple, j'avais écrit un texte où en fait, à la fin, je voulais que ça soit globalement la princesse qui sauve le prince, si je résume. Sauf que quand je suis arrivée à la fin, je voulais que la princesse sauve le prince, mais je savais pas comment elle allait faire. Donc il a fallu que j'invente une situation qui mette le prince en danger pour que ce soit la princesse qui sauve le prince, et c'était un peu compliqué. T'avais le concept, quoi. C'est ça, j'avais le concept. Et j'ai aussi, des fois, ça peut bouger un petit peu. C'est aussi, d'ailleurs sur le même texte, il y avait un personnage, je savais qu'il allait lui arriver des bricoles à la fin. C'est ce qui mettait justement en tension le dénouement. Et j'ai mis très très longtemps à me décider de le faire mourir ou survivre. Et je pense que j'ai écrit les 2 tiers avant de me décider si finalement il allait bien mourir ou pas. Et pour Silver Scalpel, alors bien sûr sans rien dévoiler, mais est-ce que la fin, vous l'avez trouvé, vous l'avez eu facilement? C'est sûr que là, c'était une décision à prendre à deux, parce que vous êtes 2 autrices dessus. On savait déjà où est-ce qu'on allait atterrir à la toute fin, c'est-à-dire comment on allait y arriver. Ça a bougé un petit peu au fil du temps, mais le dénouement, alors parce qu'il y a aussi, comment dire, il y a 2 fins, c'est-à-dire il y a la fin, dernier chapitre, et ensuite il y a l'épilogue. Et on savait à peu près, dans les 2 cas, comment on allait retomber sur nos pattes. Mais après, voilà, c'est une concertation à 2 pour savoir exactement comment on arrive à ça, comment on le traite, etc. Avec là où aussi ça a été vraiment réfléchi sur Silver Scalpel, c'est qu'il y a pas mal de personnages et de personnages secondaires. Et on a vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on ferme tous les arcs de chaque personnage. Donc, personnage secondaire, pour qu'ils soient intéressants, c'est mieux s'il a ses propres motivations et son propre arc narratif. Et du coup, il a fallu bien fermer proprement tous les arcs narratifs de tous les personnages. Et c'est assez satisfaisant à faire, parce que du coup, il y en avait plusieurs. Mais il faudra lire, du coup, pour savoir exactement de quoi il retourne. Bah pour ma part, moi j'ai besoin de savoir à la fin de l'histoire. Parce que je suis une architecte, donc si je sais pas... comment dire, j'ai besoin de savoir comment ça se termine, au moins dans la tonalité, voilà. Mais souvent aussi, il faut que je connaisse le destin des personnages, parce que ça me donne une ligne directrice, et ça me permet aussi de fixer mes enjeux, en fait. Les enjeux, les thématiques de l'histoire, si je sais où je vais, vers quelle finalité. Et en fait, je sais pas si je serais capable de commencer un récit sans savoir la fin. Parce que moi, comme de toute façon, moi, je suis architecte, comme je disais, bah, je fais toujours un plan détaillé, vraiment très détaillé, chapitre par chapitre. Donc, automatiquement, je fais un plan de la fin avant de commencer vraiment la rédaction à proprement parler. Et de mémoire, je suis jamais revenue sur mon choix initial. La fin que j'avais prévue, elle s'est toujours restée. Tu vois, si maintenant je prévois qu'un personnage meurt, un personnage gagne, un personnage perde, etc. Dans les grandes lignes, ça va rester pareil, quoi. La tonalité, elle va rester la même. C'est assez immuable comme chose, et je pense que c'est important pour moi, sinon je me perdrais. Je pense que c'est important aussi de savoir où on va, ce qui va permettre aussi de préparer la fin, c'est-à-dire qu'il faut absolument, à mon sens, semer des indices tout au long du récit pour construire et aboutir à cette fin-là. Je suis un peu dans l'optique aussi que, en fait, c'est la fin qui détermine ce qui vient avant. C'est-à-dire qu'on sait, à la fin, il va y avoir un climax avec un point de tension qui va dénouer. Et en fait, le début du récit ne fait que mener à cet instant-là où toutes les tensions seront à leur comble et où il y aura une résolution qui sera, qui terminera le destin des héros aussi. Je sais que ça peut être même une technique narrative. Je sais qu'il y a des auteurs qui travaillent comme ça, et des fois, ça peut même permettre de débloquer quelque chose, c'est de partir de la fin. Tu vois, on dit, bah voilà, il faut qu'à tel point, ils arrivent voilà, dans cette situation-là, comment, en fait, ça va les mener. Alors moi, c'est pour la fin, des fois, ça peut même... la fin d'un chapitre, etc., où voilà, les mener à telle situation, bah, en partant de l'arrivée, bah, on sait quel chemin ils vont prendre. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi, et je pense que parfois ça peut débloquer
quand on est trop quand on est trop emmêlé. C'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un podcast avec la Garde de nuit, qui est l'association francophone d'une trône de fer de J.R. Martin. Normalement, l'épisode sera déjà sorti quand vous écouterez celui-là. Mais du coup, on parlait de l'écriture de George Martin et du fait que lui, c'est un jardinier. Et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'il prend autant de temps à écrire les suites. Parce que vu que lui, il a pas le tout détaillé comme nous, on peut l'avoir, il s'est un peu perdu. Et on parlait du nœud de Mérine, où la situation à Mérine avec Daenerys, les esclavagistes, etc., les martels et tout, il s'était emmêlé et il savait plus comment dénouer ce nœud. Et justement, ça m'a fait penser à ça, tu vois, d'être complètement bloqué. Des fois, peut-être que voilà, se recentrer sur l'objectif, la ligne d'arrivée, ça permet de savoir automatiquement tel personnage, pour qu'il arrive là, il faut qu'il fasse ça. Donc, il va falloir que je débloque de cette façon. Voilà, ça donne une direction à suivre, tout simplement. Ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'on a peut-être effectivement un peu un discours d'architecte. Moi, je me laisse de la liberté. Je suis un peu entre paysagiste et architecte, mais je construis de plus en plus de mes structures. Simplement, je sais pas comment ils font les jardiniers stricts. Après, il y a peut-être des genres qui sont peut-être plus propices. Par exemple, toi qui as écrit dans du policier, dans les récits où il y a des enquêtes, des indices, etc., des révélations, moi, je vois pas comment... Bon, là, on aborde le sujet de l'intrigue du roman, la construction de l'intrigue, mais je vois pas, limite, comment tu peux écrire dans ce genre sans avoir une structure, savoir où tu vas, en fait. Ou est-ce que tu découvres toi-même qui est le coupable au fur et à mesure que t'écris? Alors, pour du coup, moi, ceux que j'ai écrits, parce que j'ai écrit 2 vraiment avec des enquêtes policières. Je me suis même interdit de commencer la rédaction avant de savoir exactement ce qui s'était passé. Parce que sinon, je me suis dit, si je pars à l'improviste, je vais jamais y arriver. On est d'accord. Après, si parmi vous qui nous écoutez, il y a quelqu'un qui sait faire en étant jardinier, moi je serais curieuse d'avoir votre témoignage, hein. Parce qu'encore une fois, c'est notre façon de faire, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Mais je suis sûre qu'il y a des jardiniers qui font, qui arrivent à faire des fins magnifiques, justement, et maîtriser et tout, hein. Mais je pense que ça doit être super dans l'acte vraiment créatif à fond. Tu laisses pousser des graines et ça devient des plantes. Et à la fin, tout ce que t'as semé, ça fait un tout s'enclique et c'est parfait. Alors, en fait, c'est ça. Nous, on a ça. Moi, j'ai ça quand je fais le plan, en fait. Mm. Mais quand c'est la même chose, mais là, au fur et à mesure de la rédaction, et tu t'aperçois que tout ce que t'avais semé, peut-être inconsciemment, ça prenait déjà sens, tu vois. Ça doit être ici hyper gratifiant, je pense. Oui. Je pense aussi qu'il y a un travail de la réécriture. C'est-à-dire que je crois que toi, c'est ton cas aussi, mais moi, je fais peu de réécriture. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un premier jet le plus propre possible. Simplement, moi, dans mon cas, c'est que je suis pas très forte pour réécrire derrière. Donc, j'essaye que ce soit propre à peu près propre du premier coup. Je suis pareil, ouais. Et justement, ça, j'aime pas trop la réécriture parce que vu que j'ai tellement bossé mon plan avant, que souvent c'est assez propre et je vais être un point, ça y est, en fait l'histoire je l'ai déjà écrit 2 fois, j'ai écrit le plan détaillé et après j'ai rédigé, donc moi j'ai le temps, je vais plus le prendre sur la rédaction, sur le plan détaillé, et après la rédaction en soi elle est assez rapide, presque, donc je marche plutôt comme ça, mais ça serait intéressant, je pense que c'est dans ma liste d'idées de faire un épisode vraiment sur la structure du roman, l'écriture d'un roman, et avoir plusieurs points de vue, architecte, jardinier, paysagiste, tu vois, et confronter la vision de chacun. Parce que c'est un art, la construction d'une intrigue, c'est passionnant. Comment, à partir de rien, on peut créer tout logique, ordonné. Et en parlant de vastes questions, je vais enchaîner avec celle qui est un peu au cœur de l'épisode. Alors, c'est quoi une bonne fin de roman? Vous avez 4 heures. Alors, vous connaissez le principe. Voilà, on va essayer de faire un tour de la question sans être exhaustif, bien sûr. Et bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Et ce n'est que notre humble avis d'autrice. Et libre à vous d'avoir le vôtre et de nous le partager. On va pouvoir commencer avec vraiment le purement subjectif et partager ce que nous, vraiment personnellement, on préfère comme fin de roman. Alors en tant que lectrice, en tant qu'autrice aussi.
Je sais pas ce que c'est pour toi, Colombe. Est-ce qu'en général, tu préfères, par exemple, les fins heureuses ou au contraire, quand tout finit mal ou peut-être un juste milieu? Et est-ce que tu apprécies les fins ouvertes? Alors, je pense que ça a dépendu des périodes. Je crois que quand j'étais ado, j'adorais les fins un peu tragiques où tout le monde meurt à la fin. Avec le temps, je préfère plus les fins heureuses. Voilà, où du coup la lecture c'est un peu une évasion à laquelle tout le monde termine heureux, etc. Et voilà, ça fait j'aime bien les fins heureuses. Par contre, je peux tout à fait apprécier, notamment les fins douces amères, qui peuvent être très belles. Après, je dis pas non aussi à des fins qui seraient plus tristes ou plus tragiques, mais voilà, il faut qu'elles soient bien amenées et il faut qu'elles soient logiques, c'est-à-dire que ça soit cohérent avec l'histoire et le destin des personnages. Voilà. Et toi? Moi, bien entendu, ça dépend aussi du type d'histoire. Par exemple, je vais pas regarder une comédie romantique en m'attendant à une fin dramatique, tu vois. Ou au contraire, si je lis une tragédie, je sais, ben, c'est dans le concept, c'est dans les codes du genre, en fait. Si je regarde une tragédie, je vais pas faire la surprise si tout le monde meurt à la fin, grosso modo. C'est pas ce que je cherche si je regarde un film ou une œuvre de ce genre, tu vois. Parce que d'ailleurs, c'est une question de code, en fait. Dans les codes de la romance, c'est qu'il faut que ça soit une fin heureuse. Sinon, c'est une histoire d'amour, mais pas une romance. Voilà, c'est comme ça. Ben, on reviendra un peu plus tard sur les attendus d'un genre, des lecteurs. Voilà, c'est lié. Hein. Mais moi, vraiment, personnellement, je suis un peu comme toi. J'ai tendance à aimer les fins douces amères. D'ailleurs, c'est ce que j'écris habituellement. Alors, pourquoi? Alors, je pense que c'est parce que je trouve ça plus réaliste avec de gros guillemets, dans le sens où je trouve que dans notre vie, bah dans notre existence, on va gagner des choses comme on va en perdre. En fait, c'est la vie, quoi. Voilà, c'est l'ordre des choses. Donc pour moi, c'est ça la fin douce amère. Le personnage, il peut réussir un accomplissement, il peut réussir son objectif initial ou au contraire un autre objectif, une autre chose, un autre besoin qui s'est découvert en chemin parce qu'il s'est transformé. Hein, c'est l'arc du personnage. Mais pour ça, peut-être qu'il a dû renoncer à certaines choses, perdre des choses qui lui sont chères, voilà. Alors bien sûr, ça ne sera pas un drame total, il y aura toujours quand même de l'espoir, une certaine satisfaction, tu vois, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Tu gagnes quelque chose, mais peut-être que tu as perdu quelque chose pour l'obtenir, voilà. Et j'avais une autre question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu peux pardonner bon, si t'as aimé un roman, est-ce que tu peux pardonner une fin un peu molle, par exemple? Ah, ça dépend vraiment du contenu. Hein. Ça dépend si ça dépend si qu'est-ce que t'entends par molle. C'est genre le soufflet retombe. Non, pas une mauvaise fin. Une fin un peu beauf, un peu ou un peu longuette ou un peu, tu vois. Je peux apprécier le roman, mais ça va peut-être ce qui va distinguer vraiment d'un coup de cœur. Tu vois, parce que par exemple là quand j'ai parcouru ma bibliothèque à la recherche de titres pour citer à la fin de l'épisode, il y avait plein de romans. Je savais que j'avais bien aimé, je me souvenais grosso modo de l'histoire, mais je me souvenais plus de la fin. Et du coup, c'est comme ça finalement ceux que j'ai fini par choisir, ça m'est limite été évident parce que la fin, je me souvenais parfaitement, tu vois, parce qu'il m'avait marqué. Est-ce que c'est parce qu'elle était réussie ou est-ce que une fin m'a pas marqué? Est-ce que le fait qu'elle m'a pas marqué, ça veut forcément dire qu'elle est pas réussie, mais peut-être qu'elle a marqué quelqu'un d'autre parce que ça lui parlait davantage? Je sais pas. Ça dépend vraiment au cas par cas, quoi. Mais je pense qu'il faut que la fin, elle soit à la hauteur du reste, quoi. Pour que ça fasse vraiment un tout. Parce que moi, je me rends compte, je suis assez bon public, c'est-à-dire que si j'ai apprécié l'œuvre globalement, je vais souvent pardonner une fin qui serait pas tout à fait à la hauteur du reste. Les fins, par exemple, les fins des romans de Jane Austen, c'est un peu mou, c'est-à-dire que il se passe rien de particulier à la fin à part que les personnages se mettent ensemble. Mais ou par exemple, moi la fin de Lost ou la fin de Game of Thrones, ça va quoi. Tu vois, si on prend l'exemple, frustrée. J'ai pas encore vu Lost. Je vais rattraper ça parce que justement, c'est sur Netflix. Du coup, maintenant, je vais pouvoir
Mais Game of Thrones, pareil, j'étais un peu déçue comme nombreuses personnes. Je pense que j'ai prévu d'en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Mais j'ai pas non plus renié la série. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est un peu mou du genou, mais c'est cohérent avec le reste, et du coup, ça trahit pas le reste de la série. Et c'est, pour moi, une fin acceptable, même si ça aurait pu être mieux. Je suis pas d'accord avec tous les points. Moi, je trouve qu'il y a certains... En fait, l'arrivée, elle est compréhensible, mais c'est la façon dont Oui. ils Non, sont il y a des allés faiblesses. pour l'arrivée de certains personnages que j'ai pas. En fait, c'était un peu bâclé. Et il aurait fallu des épisodes et des saisons en plus, comme de base, il devait avoir 10 saisons. Hein. Mais il y a certes un autre personnage où j'en parlerai tout à l'heure, où j'étais dans l'écriture, j'ai trouvé qu'il y avait eu une régression peut-être. Mm. Mais dans d'autres, ouais, c'est pas la fin en elle-même ne m'a pas dérangé, mais c'est vraiment la façon dont ils l'ont amené et Mm. qui est liée d'un autre côté, voilà. Et je pense que c'est un peu un mélange de tout ça pour la plupart des spectateurs, des gens qui ont été déçus. Parce que je m'en souviens, à l'époque, sur le coup, quand on n'avait pas le recul, il y a plein de gens qui ont crié au scandale par rapport au destin d'un certain personnage. Mm. Et maintenant que les années ont passé et que je vois des retours de gens qui reviennent dessus après des années, ils disent oui, mais en fait, c'était logique que ce personnage finisse comme ça. Mais tu vois, pour reprendre sur ton exemple de Jane Austen, oui, la fin, en effet, ils se marient, puis voilà, ça se finit comme ça, les sœurs se marient, etc. Mais ça peut être attendu, finalement, au bout d'un moment, tu comprends, le but des sœurs Bennett, c'est de trouver un époux. À la fin, on a 3 sur 5 qui sont mariés. Voilà, donc voilà, mais c'est pas vraiment ça, finalement. Enfin, si, est-ce que c'est vraiment ça la finalité, tu vois? Il y a un autre propos, comme on disait tout à l'heure. Le propos, c'est pas forcément qu'Elisabeth soit mariée à la fin. Le propos, c'est qu'elle a appris à mettre de côté ses préjugés, comme Darcy a mis de côté son orgueil. C'est ça le propos, d'où le titre. Oui, tout à fait. C'était hyper intéressant comme question, Colombe. Je t'en prie. Maintenant qu'on a parlé vraiment vraiment nos goûts personnels, maintenant de façon objective entre guillemets, mais est-ce qu'on peut vraiment être objectif? Qu'est-ce qu'une bonne fin de roman? Encore une fois, ça n'engage que nous, mais je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des erreurs à éviter, je sais pas. Alors, oui, je pense qu'il y a des erreurs à éviter. J'aurais quelques trucs à dire là-dessus. De façon objective, je dirais qu'il faut que ça soit satisfaisant pour le lecteur. C'est bien si ça surprend. Après, c'est pas une obligation. Je pense qu'il y a des fins qui sont pas surprenantes et qui sont très bien quand même. Mais un truc qui va surprendre, mais sans tomber comme un cheveu sur la soupe, parce que c'est important que ce soit préparé quand même, qui réponde aux questions soulevées, qui résout peut-être une tension qui a été construite au long du récit, et voilà, et qui soit satisfaisante dans sa résolution. Même si ça laisse des portes ouvertes, je pense que c'est important que ça conclue quelque chose, et qu'à la fin, les personnages aient évolué, qu'ils aient appris quelque chose, ou qu'ils aient surmonté quelque chose, et qui apportent une conclusion au récit. C'est aussi le mot que j'avais mis, la conclusion. C'est la conclusion de quelque chose. Ça peut être la conclusion d'un arc narratif d'un personnage. C'est ça d'ailleurs, puisque pour moi, les personnages font le roman, sont au cœur du roman. Ça peut être la conclusion d'un monde aussi, d'une époque, une page qui se tourne. Mais voilà, pour moi, c'est important de donner des réponses aux questions qui sont posées au début de l'histoire, dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui vaut autant pour quand c'est un one-shot, une histoire en tome unique, ou même si c'est le tome 1 d'une trilogie, et que l'histoire se poursuit dans les tomes suivants. Parce que chaque tome peut avoir son enjeu qui peut être résolu à la fin, et en fait, chaque enjeu, bout à bout, forme un grand tout, la trilogie en entier, par exemple. Alors là, je parle bien d'une série où les tomes se suivent narrativement, je parle pas de tomes compagnons ou de tomes indépendants. Par exemple, comme dans les enquêtes policières, il y a ça souvent, tu vois, chaque enquête d'Hercule Poirot, c'est une histoire indépendante, tu vois, ça se suit pas forcément. Alors bien sûr, dans le cas d'une saga, comme tu disais, on peut laisser la porte ouverte et on peut pas tout résoudre, car toujours besoin d'une motivation pour les tomes suivants, cet enjeu plus grand. Mais pour moi, à la fin du tome 1, il doit quand même avoir une certaine satisfaction, comme tu disais, pour pas que le lecteur reste sur sa faim. Alors là, moi, j'avais noté un exemple qui est assez connu, j'espère. Si je prends l'exemple de l'épisode 4 de Star Wars, un nouvel espoir, qui a bientôt, donc, on avait fait le calcul, bientôt 50 ans.
si à la fin de ce film, Luke Skywalker il réussit à détruire l'étoile noire, donc qui est vraiment la grande menace du film. Donc c'est une victoire pour la résistance face à l'Empire. Donc sauf que c'est une bataille qui a été remportée par la guerre. Et donc il y a encore l'ennemi qui est là, Darth Vader il est encore vivant, l'Empire est encore là, etc. Et du coup, même si donc il y a eu la conclusion, l'enjeu du récit c'était sauver Leia et détruire l'étoile noire, c'est fait. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, au contraire. Et après, si on prend l'épisode suivant, donc qui est l'Empire contre-attaque, qui est le préféré de nombreux fans, moi y compris. Moi, je pense que la fin de l'Empire contre-attaque explique peut-être pourquoi c'est le préféré de nombreuses personnes. Parce que le choix est fait de finir sur une note plus négative. Ce qui est logique quand c'est une trilogie, que c'est le deuxième, parce que souvent le deuxième, c'est un peu le tome ou le film de transition. Et là, le fait de finir sur une note plus négative, bah, ça permet de relancer les enjeux pour la suite, pour le grand final. Donc là, par exemple, bah, l'espoir, le fameux nouvel espoir qui est né dans l'épisode 4, bah, il est presque éteint à la fin de l'épisode 5, parce que quand tu regardes bien, les héros ont échoué. Han Solo, il est capturé, l'Empire a gagné, Luke, il a perdu sa main, et, spoiler, il a appris que son grand ennemi était en réalité son père. Après, c'est dans le nom, hein, Dark Vador, ça vient de l'allemand qui veut dire Vador, c'est, voilà, en allemand, c'est le père, après. C'est Dark Père. Ben, enfin, bref, voilà, c'est... moi, je trouve que l'intelligence de faire une fin où en mode tout est perdu, hein, c'est dans la structure narrative, c'est un peu on appelle le ventre de la baleine, en référence à Pinocchio où ils sont coincés dans la baleine avec son père et bah tout est perdu, comment on va faire pour s'en sortir? Et bah là, en fait, si on est tombé, si on est par terre, on peut que rebondir finalement. Donc on va avoir le désir de revanche, de réparation qu'ont les personnages et que le lecteur, par empathie, va avoir. Donc c'est un lancement parfait pour la suite, pour le grand final, comme je disais. Est-ce que tu avais des erreurs du coup à éviter selon toi lorsqu'on écrit la fin d'un roman? Comme j'ai vu quand même passer pas mal de manuscrits et de premiers jets, j'ai pu remarquer des erreurs qui reviennent souvent et je m'inclus dedans, hein. Je m'inclus aussi sur mes propres écrits, des erreurs que moi j'ai pu faire. On parlait tout à l'heure du contrat avec le lecteur. Donc ça, c'est une première chose qui est assez importante, c'est en fait, dans les premiers chapitres, on passe un contrat avec le lecteur sur quel genre d'histoire on va lui raconter, et il faut qu'à la fin, on ait respecté ce contrat. Et donc c'est ce que tu disais avec la romance, c'est si on déclare clairement que ce qu'on est en train de raconter au lecteur c'est une romance, et ben on n'a pas le droit que ça se termine tragiquement, sinon on n'aura pas respecté le contrat avec le lecteur. Ou alors c'est pas une romance dans les codes stricts de la romance. Et voilà, et ça c'est important, et ça peut être une fin qui met en colère le lecteur, j'ai envie de dire. Si le contrat n'est pas respecté et que on écrit une romance où à la fin un des personnages meurt par exemple sans que ce soit préparé outre mesure, parce que ça peut être aussi, mais c'est plus, bon, voilà, après c'est un roman contemporain, c'est pas une romance en tant que telle, du coup le lecteur peut se sentir trahi par l'histoire qui lui a été racontée. Je sais pas si je suis claire dans mes propos. Mais c'est même parce que je peux comprendre l'envie peut-être des fois de se démarquer, de faire de l'originalité, mais dans ce cas-là, il faut faire vraiment attention comment on va marketer son œuvre, parce que ça peut être se tirer une balle dans le pied, en fait. Si tu vends ton roman comme une romance, et ben en fait, les lecteurs et lectrices qui vont lire ton roman, ils s'attendent à une romance. Et si à la fin, tu fais cette trahison-là, peut-être que pour toi, c'est original, et peut-être qu'ils vont vraiment le vivre comme une trahison. Moi, j'ai eu ça, alors... avec trois films quand même que j'ai eu ça où j'ai commencé le film en pensant que c'était pas forcément une romance, mais il y avait une histoire d'amour et je pensais que c'était assez sentimental, etc. Et dans ces 3 films-là, au bout d'un moment, un des personnages meurt de façon très brusque. Et je m'y attendais tellement pas que peut-être... Alors, après, c'est parce que peut-être que moi, je faisais mes propres attentes aussi en fonction de ce qui était mes données. Et ça m'a tellement choquée que j'ai eu du mal la fin du film, je l'ai vu sans l'avoir vu, en fait, j'étais plus vraiment là. Et alors, peut-être que certains l'ont trouvé hyper judicieux, mais moi, je m'étais tellement attachée à cette histoire d'amour, etc., qui ressemblait dans les codes, il y avait vraiment...
tu sais, le meet cute, donc ça veut dire quand ils se rencontrent de façon un peu marquante, voilà, les péripéties, je t'aime, moi non plus, la vie nous sépare, on se retrouve, on est fait l'un pour l'autre, tu vois, ce genre de choses, et finalement, bam, je sais pas, ça m'a interrogée, tu vois. Est-ce que c'est après, ça peut être une question de ressenti, et peut-être que, après, clairement, pour un des films, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et en fait, avec le recul, je me suis dit, c'était le but. Oui. Ben, je pense que c'est aussi par rapport au ressenti de la personne et peut-être aussi aux besoins qu'on a qu'à ce moment-là, ça se termine bien. Moi, par exemple, il y a un livre sur lequel ça m'a fait ça, donc je vais pas nommer simplement pour pas spoiler parce que j'ai parlé un petit peu de la fin, donc je veux pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. C'est un livre euh, imaginaire avec de l'aventure où il y a des personnages qui sont extrêmement attachants et qui vont se battre pour sauver le monde, on va dire. Donc ils se battent pour sauver le monde, ils sont malmenés tout au long de l'aventure. Euh, ils sont vraiment, voilà, ils vont être capturés, ils vont être torturés. Bon, il leur arrive plein de trucs vraiment pas sympas. Et on est là avec eux, on vit les trucs avec eux, etc. Et à la fin, le choix a été fait que ça se termine pas très bien. Ouais, c'est-à-dire qu'ils arrivent à sauver le monde, mais pour les personnages, la fin de l'histoire, pour les personnages auxquels on s'est tellement attaché, alors on pourrait dire qu'elle est douce amère, mais elle est pour moi même carrément tragique. Parce qu'ils se perdent alors qu'ils auraient pu rester ensemble. Et, et, et moi, je l'ai vécu comme une trahison en tant que lectrice, parce qu'en fait, au bout du compte, je me suis dit, mais finalement, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement donné pour sauver le monde, et finalement, eux n'en retirent rien de cette aventure. Eux, on les laisse avec juste du malheur et un pâle espoir de se retrouver peut-être un jour. Et voilà, du coup, ça, c'est le genre de fin où pour moi, le contrat a été rompu, c'est-à-dire que je m'attendais, ils sauvent le monde, et je peux accepter une fin douce amère, parce qu'effectivement, ils peuvent perdre quelque chose au fil de l'aventure, mais pas que ce soit une fin tragique où tout le reste de leur vie est remis en question. Et on en avait déjà parlé de ce roman ensemble, et moi, j'ai pas eu vraiment le même ressenti que toi, c'est plus passé chez moi, mais je sais que chez certains lecteurs, ça aussi, cette fin a posé problème. Par Donc, contre, je respecte après le choix de l'autrice de faire ce choix-là en particulier qui lui appartient. Hein. C'est simplement moi mon ressenti en tant que lecteur à ce moment-là. Les deux sont complètement valides en fait. Parce que quand on lit un roman, on le fait sien en quelque sorte. Donc on a tous notre ressenti, c'est ça. L'acte de lecture, il joue beaucoup sur l'empathie et ce qu'on peut, enfin, c'est l'identification au personnage. Donc là, il y a vraiment d'un côté, ouais, l'acte, enfin, l'enjeu plus grand de l'univers et l'enjeu personnel. Et là, l'enjeu personnel peut être tragique, alors que l'enjeu de l'univers peut être une fin heureuse. C'est intéressant. Mais ça, je peux l'accepter, par exemple. Attends, je veux pas spoiler. Après, est-ce que tout le monde l'a vu? Je pense à un film, mais si je dis bon, comment faire? Si je peux dire quand même, si je prends la fin des Avengers, il y a un personnage qui se sacrifie pour le bien de l'humanité, mais ça, je l'accepte comme fin, même si je suis très attachée au personnage. Parce que c'est dans la logique, c'est préparé, il y a une logique, et en fait, il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire que l'histoire est amenée de telle sorte que il ne peut pas y avoir d'autre fin que celle-là, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que spectatrice pour ce film-là. Non, ça dépend de la façon dont c'est amené. Ça peut nous paraître injuste parce qu'on s'est attaché au personnage et le personnage a potentiellement déjà vécu des choses assez dramatiques et on a envie qu'il aspire au repos. Voilà. Mais d'un autre côté, peut-être que cette injustice est voulue parce que bah, la vie est parfois injuste. Et après, si c'est quand même logique narrativement, bah,
c'est cette injustice qui va rajouter au fait le fait qu'on va pleurer, qu'on va être triste, et c'est voulu. Mais finalement, d'où comment amener une fin pour que ce soit acceptable et satisfaisant pour le lecteur. Ça sera jamais satisfaisant pour tout le monde, c'est ça, on pourra jamais. Oui, c'est ça, on pourra jamais satisfaire tout le monde. Bah, je trouve qu'il y a peut-être, en tant qu'auteur, peut-être qu'on peut avoir une pression à se mettre sur l'écriture de la fin, parce que en fait, c'est le dernier aperçu qu'on donne de l'œuvre. Donc, si elle n'est pas réussie, peut-être que ça peut impacter le ressenti tout entier. Justement, pour reparler de Game of Thrones, plein de spectateurs n'ont pas apprécié la fin de la saison 8, et à cause de ça, moi, j'ai vraiment ressenti, généralement, sur ce que j'ai vu dans les retours des gens, sur l'engouement qu'il y avait sur les réseaux sociaux, il y a une partie des gens qui ont quand même presque renié la série dans son ensemble à cause de cette saison considérée comme un raté, en mode ah bah, tout ça pour ça ? Ça finit comme ça, et finalement, vu que la fin, pour moi, est un raté, bah, tout ce qui a mené à la fin perd du sens, perd son importance, parce que tu dis, ah bah, telle scène que j'ai adorée, bah, finalement, le personnage, il finit comme ça, alors est-ce que, à quoi bon ? Et moi, pour Game of Thrones, j'ai vraiment ressenti autour de moi un avant, un après, parce que ça s'est terminé en 2019, et pendant 2-3 ans, je voyais nettement moins d'engouement, j'entendais nettement moins parler, comme si le souffle était retombé. Il a fallu attendre la sortie de la saison 1 de House of the Dragon en 2022 pour que ça redonne un peu l'intérêt à l'univers. Mais même encore, vraiment, il y a eu vraiment comme si la fin ratée a complètement désacralisé une œuvre qui était quand même considérée comme un chef-d'œuvre par beaucoup de personnes, j'avoue. Mais pour revenir sur ce qu'on disait, cette erreur peut-être de ne pas respecter le contrat avec le lecteur, que ça soit un contrat qui est clair comme quand c'est un genre, comme la romance, mais aussi le contrat vraiment qui est implicite, tu vois, donc qu'on a quand on met en place des enjeux, des thématiques, quand on construit des personnages, en fait, on va bâtir tout ça dans une direction, et le lecteur, de son côté, il construit ses attentes en fonction de cette direction, tu vois. Et du coup, voilà, la rupture d'un contrat, ça peut désarçonner. Et pour reprendre donc l'exemple de Game of Thrones, sans trop spoiler, mais moi, comme je disais, il y a des personnages où j'étais plutôt d'accord avec leur fin. Il y a un des points, moi, par contre, qui m'a déçu, et j'arrive pas à pardonner, dans le mot est fort, à comprendre. C'est l'arc narratif d'un personnage que j'aime beaucoup, un personnage qui passe plusieurs saisons à évoluer justement dans une direction, qui va subir des épreuves, qui va se construire, qui va radicalement changer. Quand tu compares ce qu'il est dans la saison 1 et dans les dernières saisons, c'est impressionnant. Enfin, c'est un arc de rédemption, donc vraiment, les arcs de rédemption, c'est long, ça se fait, tu vois, et c'est ardu à faire, hein. Un arc de rédemption, il suffit pas d'une seule bonne action pour que ça soit bon, hein. Voilà. Et ben, à la toute fin, dans les tout dernier épisode, il prend une décision comme ça, presque sans crier gare, presque de revenir à son point de départ, comme si tout ce qu'il avait parcouru jusque-là ne valait plus rien. Et pour moi, pour beaucoup de gens, je pense, moi j'ai vécu ça comme une trahison, mais une régression du personnage. Alors bien sûr, les régressions, les décisions idiotes que l'on comprend pas, bah, les gens ils peuvent en faire des fois. Des fois on place des espoirs sur des gens et puis ils nous déçoivent, ça arrive. Mais là encore une fois, faut savoir l'amener dans son écriture. Donc la question se pose, est-ce que c'est un défaut du personnage ou est-ce que c'est un défaut de l'écriture du personnage, tu vois? C'est une bonne question. Et effectivement, on s'attend à ce que les personnages évoluent au fil du récit et qu'ils aient, quand on arrive à la fin, et ben ils aient changé par rapport à ce qu'ils étaient au début. Clairement, ouais. Après, peut-être que rompre ce contrat avec le lecteur, ça peut être également un choix narratif osé, une volonté forte qui peut marquer et qui peut payer. Mais je pense que c'est un risque à prendre, faut pas se rater, quoi. Et alors, j'ai pas d'exemple là qui me viennent en plus. Oui, mais effectivement, ça peut être un parti pris de jouer avec les codes d'un genre pour offrir ensuite autre chose. Mais c'est prendre le risque, effectivement, que ça plaira pas à tout le monde. En parlant du coup des fins qui prennent des risques, moi j'aime bien l'idée, le concept des fins ouvertes. Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Puis comment maîtriser la fin ouverte? Est-ce que tu as un avis, toi, de ton côté, Colombe? Moi, j'ai tendance à pas trop faire de fins ouvertes. Moi, elles sont plutôt fermées.
Donc clairement, moi, je maîtrise pas la fin ouverte. Même si, alors, on peut ouvrir des portes, mais voilà, c'est souvent moi, j'ai tendance à faire des fins fermées. Ouais, pareil, c'est un équilibre sur un fil, il faut pas tomber, quoi, je pense. Alors quand moi je parle de fin ouverte, je parle pas d'une fin ouverte à la fin d'un tome 1 ou d'un tome 2 en mode cliffhanger, tu sais, la fin qui nous choque, qui nous laisse sur notre fin, justement, mais avec l'envie d'avoir la suite, quoi. Tout de suite pour savoir ce qui se passe, quoi. Ça, c'est vraiment dans la continuité, tu vois, parce qu'il y aura une suite, justement. Non, moi je parle vraiment la fin de l'histoire, de la saga, là quand elle reste ouverte. Donc pour moi, une fin ouverte, en fait, ça serait une fin où toutes les questions ne sont pas répondues. Les fameuses questions qui sont posées, elles ne sont pas toutes répondues. Ce qui est un choix intéressant, mais encore une fois, il faut le maîtriser. Et du coup, déjà pour moi, on peut pas finir sans répondre à aucune question. Enfin, parce que si on répond à aucune question, bah c'est pas une fin ouverte, c'est pas une fin du tout en fait. S'il y a s'il y a aucun aboutissement, c'est pas une fin, en fait c'est une partie tronquée qui nous manque et t'as l'impression que le roman est amputé de quelque chose. Bah il manque les 50 dernières pages là. Donc je pense qu'il faut répondre toujours à des questions, mais bien sûr, on peut en laisser d'autres en suspens, libre à l'interprétation. Parfois même, on peut poser d'autres questions à la fin, quoi. Donc, je pense que la fin ouverte, c'est donner beaucoup un peu faire confiance au lecteur aussi, parce que c'est confier la fin au bon soin du lecteur. Et lui, le lecteur, il va en faire ce qu'il veut de cette fin. Il va pouvoir l'interpréter à sa façon, la questionner, parfois même imaginer la suite. Mais pour cela, en fait, il faut laisser toujours, comme on disait au début, des indices, des clés qu'il pourra conserver, lui, de son côté, pour alimenter sa réflexion. Alors moi, dans un de mes romans, que je vais pas citer, mais dans un de mes romans, il y a une fin ouverte. Et j'avais fait ce choix parce que, en fonction de la thématique qui est traitée, c'est une thématique qui, en soi, n'a pas de réponse claire. C'est un sujet auquel personne ne peut répondre avec certitude ou personne n'est d'accord dessus, et c'est pas moi, en tant qu'autrice, qui allait imposer une réponse à ça. Donc chacun est libre de croire ce qu'il veut par rapport à ce sujet, à cette fin. L'interprétation sera celle de chacun, et j'ai pas eu de remise en question par rapport à ce choix, donc je pense que ça a fait écho aux gens, et c'est logique dans les thématiques et le parcours des personnages. Alors, je pense que je vois duquel tu parles. J'ai lu tous tes romans. Je pense effectivement que tu n'aurais pas pu aller plus loin que l'instant précis auquel tu t'es arrêté. Oui, après, me serait cassé la figure, quoi. Oui. Fallait que c'était le bon moment, quoi. Narrativement et thématiquement, c'est le moment où ça s'arrête, en fait. Donc, oui, mais justement, et ça... Effectivement, ça donne une autre profondeur même, parce que justement, le lecteur peut répondre avec ses propres interprétations à ce que tu laisses ouvert. Bon, ça me rassure alors. De toute façon, hein, t'as été mon éditrice, hein. S'il y avait un moyen de changer, ça aurait été avant, dans le travail éditorial. Ça, tu le travailles avec, tu l'as travaillé avec les autrices que t'as suivies, etc. Ça fait partie de toute la cohérence du récit. Moi, je voulais rajouter que j'avais du mal parfois avec les fins ouvertes qui sont ouvertes juste pour être ouvertes. Je m'explique. Je sais pas si tu vas voir ce que je veux dire, mais c'est un peu quand l'auteur ou l'autrice est en mode ah, tu croyais ça, mais en fait non, je t'ai eu, tu vois. Donc en fait, t'auras rien d'autre à te mettre sur la dent, tu te poseras des questions, mais juste pour le fait de te poser des questions, quoi. Donc moi j'ai ressenti ça avec un roman, donc je tairai le titre, bien sûr. Mais j'ai eu l'impression que la fin ouverte, elle reposait sur une sorte de twist dont les indices n'ont pas été posés. Parce que ça encore, c'est le sujet des twists, on peut en parler aussi plus longtemps, mais un bon twist, c'est pas un twist qu'on n'a pas vu venir, c'est un twist qui a été... quand tu le relis, tu le vois venir, justement. Et en mode, il était là depuis le début, mais on l'a pas vu. C'est un peu l'effet cheveux sur la soupe. Voilà, c'est exactement ça que j'ai ressenti avec ce roman-là. En fait, ou alors il y en avait pas, ou alors s'il y en avait, mais ils étaient presque contradictoires. En fait, à la fin de ce roman, on nous laisse entrevoir le fait qu'un personnage qu'on croyait mort serait en fait vivant. Et alors ça se finit comme ça, la dernière phrase laisse évoquer l'idée qu'il est encore vivant. Oh, du coup, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Fin ouverte. Et sauf que narrativement parlant,
pour moi, ça a aucun sens. Et là, je parle pas de scientifiquement parlant, en mode c'est irréaliste de survivre à telle blessure ou tel truc. Oui, Tu vois. oui. Non, je pense vraiment dans l'intrigue, ça a aucun sens qu'il y ait ce questionnement en fait. Oui. Ça a aucun sens que le personnage se soit fait passer pour mort alors qu'il était vivant. Il y a rien à gagner par rapport. Et le fait qu'il aurait fait ça, ça rajoute plus de complications, ça rajoute des incohérences en fait. Ça a aucun intérêt. Et ça, j'ai ressenti ça comme un peu un dernier tour de passe-passe de l'auteur pour laisser le lecteur bouche bée. Mais en fait, ok, sur le coup, ça m'a fait... Oh, puis après, je me suis dit... J'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, en fait, ça avait plus d'incohérence qu'autre chose, quoi. Ça avait pas de logique. C'était sur un tome unique? Oui. Ouais, donc, parce que des fois, il peut y avoir des fins ouvertes vers la suite, justement, vers le tome 2 ou le tome 3, mais si c'est un tome unique, c'est plus embêtant. Et c'est un récit à révélation, à rebondissement. Mais le fait, c'est que moi, j'ai pas marché avec la suite. Enfin, tous les rebondissements, tout ça, j'avais vu venir qui était l'identité du coupable, des choses comme ça. Et du coup, ce dernier tour de passe-passe à la fin, je me dis, ah oui, bah, c'est trop tard. Enfin, tu vas pas me rattraper sur cette fin-là, en fait. Et ça avait aucune logique, en fait, par rapport à ce qui était dit avant. Il y a aucun intérêt, en fait, dans l'histoire de faire ça. Ça serait... Ouais, je peux pas rentrer plus dans les détails, sinon ça aura aucun sens, ou alors on va que je spoil, voilà. Donc, voilà pour les fins ouvertes. Après, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la toute dernière phrase d'un roman, donc l'exquipit. Est-ce que toi, tu lui accordes de l'importance à cette toute dernière phrase? Enfin, toute dernière phrase ou tout dernier paragraphe, quoi. Oui, je pense que c'est la sortie de scène, en fait. Donc, je pense que on a quand même envie de laisser avec soit une formulation, une jolie tournure de phrase, voilà, pour conclure le récit. Et puis moi j'aime lire des jolis excipits, et du coup j'essaye, moi, quand j'écris aussi, d'en faire des jolis. Donc voilà, même moi j'ai un carnet où je note les plus beaux excipits que je croise quand je lis des livres. Parce que j'aime les D'ailleurs, tu me l'avais montré, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à toi pour cet épisode. Parce que je suis un peu pareil aussi, j'accorde beaucoup d'importance à l'exquipit, presque autant que l'inquipit, parce que s'il faut une première phrase marquante, bah, je veux que la dernière le soit aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu ce que le lecteur emporte avec lui quand il referme le livre. Quand il referme le livre, pardon. Donc j'aime bien quand elles sont fortes, que ce soit par ce qu'elles impliquent ou par leur poésie, par exemple, et j'essaye en fait que ces phrases restent avec le lecteur. Et moi, en tant que lectrice aussi, pareil, il y a certaines dernières phrases qui m'ont marquée profondément, et je sais qu'elles me quitteront jamais. Peut-être que j'en mettrai un extra audio de mon côté. Si toi, tu vas m'en partager, tu pourras peut-être me les envoyer, je les mettrai en extra audio. Je pense qu'on en a une en commune, c'est l'excipit des Misérables de Victor Hugo. Oui. Qui est incroyable. L'épitaphe de Jean Valjean, je pense que je vais la mettre en extrait audio. C'est pas un spoiler, vraiment, je pense, parce que c'est juste que c'est une fin, elle est magnifique, quoi, la fin. Et puis c'est conclusif, et autant symboliquement que dans les mots, tout fonctionne, quoi, avec cet excipit. Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. C'est pas pour rien, Victor Hugo, c'est un de mes auteurs préférés, avec Les Misérables, c'est mon classique préféré. Oui, la propagande est forte ici. J'ai appris il y a pas longtemps qu'ils vont refaire une nouvelle adaptation en France, là, un nouveau film français, et que c'est Vincent Lindon qui va jouer Jean Valjean. Ah oui. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et ils ont dit qu'ils allaient donner beaucoup d'importance aux personnages féminins, donc Fantine, Cosette et Éponine. J'ai hâte. Soit ça peut être une réussite, soit ça peut être une catastrophe, donc... C'est le problème avec les œuvres qu'on aime beaucoup, c'est que on est un peu intransigeant derrière. Ah ben, j'ai vu quasi toutes les adaptations existantes, ou en tout cas trouvables. Même une vieille version des années 20 en italienne, quoi, je peux dire. Et il y a des choix, j'ai pas, enfin, tu vois, la dernière de la BBC, ils ont fait en 2018, le traitement des personnages féminins, j'ai détesté, quoi. Il y a quand même une scène où Jean Valjean, il pose un regard charnel sur Cosette, sa fille adoptive. Non. Quelle idée. Enfin bref, tu vois. Oh, je dévie, ça y est, Les Misérables, voilà. Mais...
Mais bon, bref, Victor Hugo, c'est magnifique. Et dans les autres X-Keep It, il y a celui de Notre-Dame de Paris, bien entendu, qui est... Ah oui, je l'ai plus en tête, mais je vois très bien la dernière scène, hein, ce que c'est. Mais disons que si vous ne connaissez que le Disney, et vous lisez le texte de Victor Hugo, vous faites « Ah oui, c'est pas la même ambiance, voilà. mais c'est magnifique !» Oui, oui. C'est dans un autre style, on va dire. Alors, quand on a préparé l'épisode, tu m'as proposé une réflexion très intéressante. Parce qu'on a toutes les deux un lien avec Magic Mirror Edition, du coup avec l'exercice de la réécriture de contes. Et tu m'as posé la question, c'est que la plupart du temps, tout le monde connaît la fin du conte. Alors, comment on fait quand on le réécrit? Est-ce qu'on s'en accommode? Est-ce qu'on va respecter cette fin? Ou alors, est-ce qu'on peut se permettre de la changer pour surprendre le lecteur? Et alors, est-ce que tu as une réponse? Donc, moi, je me suis dit que, de toute façon, l'exercice de la réécriture de base, ça repose, bien entendu, sur les attentes du lecteur, parce que c'est des attentes envers une histoire qu'il connaît déjà le plus souvent. Donc, ça apporte, en fait, un horizon d'attente pour les lecteurs, peut-être un certain réconfort, parce qu'on sait déjà où on va. Et justement, ça peut être intéressant, en effet, c'est tentant de dynamiter tout ça. Moi, par exemple, je pense à une réécriture de conte, que je vais pas citer, mais l'autrice, elle fait un choix, justement, à la fin, de complètement inverser l'action finale, et donc la tonalité de la fin. Et donc le personnage fait un choix complètement différent que celui du conte, et ça leur donne même une vision différente de l'histoire, je trouve. Moi, j'ai adoré ce choix, et je sais que ça a divisé. Voilà, donc encore une fois, on peut pas satisfaire tout le monde, mais voilà, souvent quand on fait des choix un peu audacieux, c'est le cas. Après, on peut aussi faire le choix de garder la fin, mais seulement sur certains points. Moi, c'est ce que je fais habituellement, parce que les contes de fées, généralement, elles ont des fins assez heureuses, et moi, je vous ai dit tout à l'heure que je préfère les fins douces amères. Donc, on peut garder la fin, mais la nuancer, ce que j'ai fait dans une de mes écritures. Ou alors, la façon d'y parvenir à cette fin, elle est différente de ce qu'on croyait, donc ça donne un autre sens. Là, je vais prendre un exemple. Alors, c'est un spoil sans être un spoil. Je vais prendre l'exemple de la comédie musicale Wicked. D'ailleurs, ça tombe bien, il y a le film, l'adaptation en film est sortie au cinéma quand vous écouterez l'épisode. Wicked, de base, avant d'être une comédie musicale, voilà, c'était un roman, mais de base, c'est une réécriture du Magicien d'Oz. C'est une préquelle. Ça veut dire que c'est l'histoire qui se passe avant le Magicien d'Oz, ça se passe des années avant, du point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest, l'antagoniste. Qui dit préquelle, dit on sait comment ça se termine, l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Alors, ok, spoiler pour le roman du Magicien d'Oz qui a un siècle et le film qui a bientôt 90 ans, mais la méchante sorcière de l'Ouest, elle meurt fondue quand Dorothy lui jette de l'eau dessus. Voilà. Mais quand on découvre l'histoire de Wicked, la comédie musicale, la comédie musicale et, d'après ce que j'ai compris, le film commence par ça, en fait, cette scène-là, la sorcière qui a fondu. Et en fait, c'est comme ça un retour en arrière, c'est après qu'elle, et toute la construction de l'intrigue des personnages et ça va mener à ça et va expliquer cette scène-là qu'on connaît pourtant. Et même si on connaît comment elle finit, la sorcière, ça prend un autre sens. Alors ça, c'est un choix qu'ils ont fait dans le musical. Dans le roman Wicked de Gregory Maguire que j'ai lu, qui a inspiré le musical, c'est encore un autre choix qu'il fait. En fait, c'est la comédie musicale et une réécriture du Magicien d'Oz. C'est intéressant. Mais j'en dirai pas plus, mais voilà, on sait que c'est un préquel, on sait que la méchante sorcière de l'Ouest, à la fin, elle meurt fondue, mais quand tu suis l'histoire du musical, t'es quand même surpris à la fin. Et je pense, du coup, il y a effectivement un jeu avec les attentes qu'on a, parce qu'en connaissant la fin, on se pose la question, est-ce que les auteurs ou les autrices vont respecter cette fin-là ou pas? Et jusqu'où ils vont aller dans est-ce qu'ils vont vraiment respecter la fin du conte ou pas? Je pense notamment aux réécritures du joueur de flûte de Hamelin, dont on connaît tous je spoil pas du coup ceux qui connaissent pas la fin, mais du coup c'est toujours elle marque. La fin du conte est marquante. La fin du conte elle marque, mais du coup quand on connaît la fin du conte et quand on lit les réécritures du joueur de flûte de Hamelin, on se pose la question jusqu'où l'autrice va aller avec ça, jusqu'où on va.
Est-ce qu'on va jusqu'à la fin du conte ou est-ce qu'on va prendre un autre chemin? Est-ce que ça va être différent, etc. Est-ce qu'on fait... est-ce qu'on prend la fin du conte et on va encore plus loin dans ce qu'elle est? Ce qui est possible aussi. Puis, moi, ce qui est bien dans les romans de Magic Mirror, c'est-à-dire qu'il y a tous les cas de figure. Il y a des réécritures qui respectent la fin du conte. Il y en a qui vont justement twister, mais juste à la toute fin pour finalement proposer une fin alternative. Il y a des fins qui sont plus ou moins ouvertes, etc. Et donc ça, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc ça, c'est intéressant. Bah moi, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Alors, c'est peut-être un peu plus court cette fois parce que on n'a pas pu parler vraiment concrètement de nous, comment on a mis en place les fins de nos romans, parce que déjà, ça aurait spoilé, quoi. Du coup, on est resté plus généralement dans l'acte d'écriture en général, dans nos attendus aussi. Mais je pense que, voilà, on a un peu évoqué les fins les plus courantes, les enjeux à prendre en compte. Tiens, j'ai une question pour toi encore, si tu veux. Ah, vas-y. Est-ce que quand tu écris, quand tu arrives à la fin de la rédaction de ton roman, tu as cette sorte de fébrilité d'écriture où tu sais qu'il te reste plus que quelques pages à écrire ou quelques chapitres à écrire et t'as un truc de fébrilité, d'essayer d'écrire, de terminer et de... Généralement, je suis le plus à fond au début, à la fin. Mais il y a toujours le côté un peu ventre mou, machin. Ouais. Mais du milieu. Mais vraiment, parce qu'en fait, c'est le point culminant de ton histoire, généralement. Tout ce que tu écris depuis des mois, ça amène à ça, en fait. Et à chaque fois, souvent, c'est le dénouement. Souvent, il y a le climax, etc. de l'histoire, de tous les enjeux. Tout va se dénouer là, quoi. C'est une confrontation, des retrouvailles, des personnages, des fois, dont les arcs narratifs vont se retrouver et tout fait sens. C'est les révélations, tout ça. Ouais, c'est... Je sais qu'il y a des gens, quand ils arrivent à la fin de l'écriture, limite, ils ont tendance à... Parce que justement, après, c'est la fin, quoi. Du coup, ils ralentissent peut-être inconsciemment. Mais moi, non plus, j'arrive à la fin, puis je jubile, quoi. J'adore écrire les fins. Même ça, moi, ça m'a posé problème, entre guillemets. C'est-à-dire d'avoir tellement envie de enfin terminer parce que j'arrive à la partie la plus intéressante à écrire, d'avoir des fins un peu précipitées. C'est-à-dire où c'est trop, ça va trop vite, les actions vont trop vite et sont trop bousculées en fait, sans prendre le temps de poser les choses, etc. Et du coup là, sur le dernier manuscrit que j'ai écrit, j'ai essayé une technique qui vaut ce qu'elle vaut, mais du coup c'est de pas écrire la fin à la fin. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à mon dernier acte, je suis partie de la fin, j'ai écrit l'épilogue, ensuite j'ai écrit vraiment les dernières parties les plus importantes, et du coup il me restait qu'un petit bout de liaison à écrire pour vraiment terminer le premier jet, et comme ça, j'ai précipité ça, mais au moins ce morceau-là il est pas trop important, et je sais que j'ai une fin qui est à peu près propre derrière. Intéressant. Moi, vu que j'ai un plan détaillé et que j'ai plus qu'à rédiger les chapitres, des fois, je suis tentée déjà d'écrire la fin parce que je sais exactement ce qui va se passer dedans. Donc, j'ai des fois envie d'écrire et puis après revenir sur les autres. Mais j'essaie de me calmer parce que je me dis si je l'écris dans l'ordre des chapitres, automatiquement, la tension qui va monter chez le lecteur, elle va monter également, moi, dans mon acte d'écriture. Ah, c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Je le fais dans l'ordre chronologique, en fait. Mais c'est tentant, des fois, t'as tellement envie de... Mais justement, ça me motive, parce que je me dis, dans 2 chapitres, il y a cette scène-là que j'ai trop hâte d'écrire. Alors, des fois, ça me saoule d'écrire les autres, j'ai l'impression que c'est du remplissage. Genre, pas du tout. Enfin, si c'est bien construit, normalement, c'est pas du remplissage, mais j'ai tellement hâte, j'ai cet objectif-là, mais de l'autre côté, c'est mon horizon. Je dis, tel état, j'arrive là, j'ai hâte, quoi. C'est une pivot et c'est une clé, souvent. Là, quand j'ai écrit Le Reflet brisé... comme en plus c'est en actes, c'est en 3 actes, j'étais tellement, en fait, j'avais des mini-fins d'actes à chaque fois. J'étais en mode, mais vivement que j'écris la fin de tel acte et tout, j'ai trop hâte. On va pouvoir passer à la seconde partie lecture, où cette fois, donc, on partage des œuvres d'autres créateurs. Alors là, petit point organisationnel, va bien falloir s'adapter.
Le sujet, évidemment, il est difficile à aborder sans divulgacher, parce que oui, si on veut parler de la fin des romans qui nous ont marqués, il faut parler de la fin. Voilà. Donc, je propose, on va évoquer des œuvres sans en dévoiler le titre, ni des noms de personnages ou d'auteurs qui permettraient d'identifier. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en description, je vais mettre les références dont on va parler. Par exemple, Colombe, elle va présenter son premier roman. En description, je mets roman 1 de Colombe, et ensuite je mets le titre et l'auteur. Donc, vu que la description, généralement, il faut cliquer sur dérouler, défiler, il faut un peu scroller, vous choisissez par vous-même de prendre connaissance ou non de quel roman précis on parle. Voilà, je pense que c'est l'idéal, et nous, on va essayer de pas trop en dire non plus. Alors, est-ce que tu veux commencer par le premier roman que tu as sélectionné? Oui. Alors, c'est un roman où finalement la fin, je sens qu'elle m'a marquée parce que elle m'a travaillé un peu. Tu vois, elle reste en tête, quoi. Ah, c'est un bon signe, ça. Et en fait, c'est ce qui m'a étonnée aussi, c'était que c'est une fin qui m'a vraiment surprise. Et après, quand j'y réfléchis 2 secondes, je me dis mais c'est complètement logique comme fin. En fait, c'est hyper logique en fait que ça se termine comme ça, mais je ne l'ai pas vu venir. Alors que c'est voilà. Alors, je me concentre pour pas spoiler. Hein, quand je bafouille comme ça, je veux pas dire de bêtises. On va dire que c'est un roman dans lequel il y a un groupe de personnages qui ont une mission à accomplir, c'est-à-dire que ça se passe dans un autre monde que le nôtre. C'est de la plutôt fantaisie imaginaire, cette catégorie-là de romans. Et donc leur mission, c'est de chercher l'origine d'un phénomène et de, si possible, résoudre les côtés négatifs de ce phénomène. Et donc, ce groupe de personnages, pendant tout le roman, est à la recherche de ce point de résolution. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a du suspense, de savoir est-ce qu'ils vont y arriver, qu'est-ce que c'est exactement les tenants et les aboutissants. Et du coup, on est avec eux, on se pose les mêmes questions qu'eux, en fait, en même temps qu'eux. Et plus ils approchent du but, et plus la tension monte, parce que plus le phénomène devient dangereux, et que du coup, voilà, on est avec eux sur est-ce qu'ils vont réussir à accomplir leur mission ou pas. Et la fin, donc comme il y a énormément de suspense, la fin est à haut risque. Plus il y a du suspense, plus j'ai envie de dire c'est casse-gueule, dans le sens où il faut que la révélation soit à la hauteur du suspense qu'on y a mis. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les romans que j'ai lus. Et celle-là, ça m'a vraiment surpris par la logique qu'il y avait à cette fin-là. Et j'ai réfléchi pourquoi aussi j'y avais pas pensé avant. Et c'est simplement que en tant que lecteur, on est trompé parce que si ça se passait dans notre monde, ça serait pas une fin logique, mais comme ça se passe dans un autre monde en fait, qui nous est expliqué, mais où on loupe peut-être certaines subtilités parce que on a tendance à se rapporter à ce qu'on connaît. Et en fait, finalement, dans ce monde-là où ils évoluent, c'est d'une logique absolue. Voilà, je sais pas si je suis claire. Et puis il y a d'autres éléments aussi qui sont intéressants dans cette fin, qui est un petit peu douce amère, on va dire, mais je veux pas en dire plus pour ni qu'on reconnaisse le titre, ni spoiler la fin. Non, mais je trouve que t'as très bien expliqué. Ok. Je pense que moi j'ai sans avoir lu le roman, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Bon, tant mieux. Et j'ai pas l'impression que tu m'as spoilé la fin du roman. Tu vois, tu vois, je compte le lire un jour et voilà.
Bon, tant mieux. Juste au contraire, ça me donne encore plus envie. Cool. C'est vraiment, il vaut le coup. Je pense, j'ai pas énormément de coups de cœur. En fait, je suis un peu difficile j'aime beaucoup de livres, mais les vrais coups de cœur qui vont me marquer, j'en ai pas tant que ça, et celui-là, ça en fait partie. Bon, bah, alors, si vous voulez savoir, rendez-vous dans la description, si vous avez compris. Alors, j'ai parlé de mon premier roman, moi, que j'ai sélectionné. J'ai associé un concept à chacun. Donc, le concept de ce premier roman, c'est un peu la boucle est bouclée. Tu vois? En fait, c'est un roman qui commence avec le narrateur qui se souvient de quelque chose qu'il a chéri et qu'il a perdu. Donc, il se souvient et on sait que cette chose-là, il l'a perdue. Et donc après, comme le narrateur raconte son histoire, on a l'habituel retour en arrière qui permet de comprendre quelle est cette chose qu'il a chérie, comment le narrateur l'a rencontrée pour la première fois, comment cette chose a pris de l'importance pour lui. Et après, donc voilà, on a toute l'histoire. C'est quand même un petit pavé. L'histoire aussi est géniale en elle-même. Et on arrive à la fin. Et la fin, en soi, elle est presque rapide, je dirais. Est-ce qu'en fait, c'est le genre de fin où tout se joue presque... Non, enfin, c'est faux. Il y a des révélations finales à la fin. Et dans le tout dernier paragraphe, le narrateur arrive et constate la destruction de la chose cette fameuse chose qui lui est chère et qui a aussi toute son importance qui est au cœur de l'intrigue. Et voilà, c'est vraiment le dernier paragraphe, dernière ligne, presque dernière ligne. Hop, bah il y a ça. Fin. Et on est surpris sans vraiment l'être parce que on est surpris parce que c'est quand même abrupt, etc. Et puis que toute l'histoire après qui s'est passée, c'est pas que ça nous était sorti de la tête, mais presque, tu vois. Mais après, on le savait déjà parce que le roman s'ouvre sur ça. On sait, c'est un peu la boucle est bouclée, ce que je dis, le contrat à respecter. On savait au début que cette chose-là, elle sera perdue. Et en fait, toute l'histoire, c'est comment cette chose a été perdue. Et pourtant, ça arrive encore à la fin à faire ah, voilà, tu vois. Et la force de ce roman, je trouve aussi, c'est que il donne pas. Alors non, c'est faux ce que j'ai dit. Je vais repréciser. En fait, tout le roman, ça explique l'importance de cette chose, en fait, en lien avec les personnages et l'histoire. Et la force de ce roman, c'est que ça donne pas, en fait, justement, ça donne pas explicitement la raison pourquoi la destruction de cette chose. On sait qu'elle va être détruite. À la fin, hop, dernière phrase, elle est détruite. Mais ça sème tout au long du roman assez d'indices pour qu'on se donne, on a une idée pourquoi, en fait, qui est responsable, finalement, derrière de tout ça. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs adaptations de ce roman. Et en fait, les adaptations, il y en a eu 2, je crois. Elles ont toutes les 2 fait le choix d'expliciter, en fait, le non-dit. D'accord. Ce qui, je pense que ça va avec le format cinéma, tu vois. Mais voilà, mais finalement, quand tu relis l'histoire, tu dis, ah mais finalement, c'est jamais dit clairement que c'est ça qui s'est passé. Mais quand même, tu le comprends, etc. Il y a cette fait de dire sans dire, en fait. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été raconté, ce qui a été entrevu concernant certains personnages et leur motivation, tu comprends, en fait, à la fin, le drame, en fait, qu'il y a eu. Pareil, je sais pas si je suis claire. Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, du coup, qu'est-ce que c'est, etc. Mais il faudra lire le roman, du coup. Voilà. Voilà, rendez-vous dans la description. Peut-être que certains l'ont reconnu, je sais pas. Donc ça me fait rire parce que je me dis, des fois, quand je regarde mes recommandations, je me dis des fois qu'il y a des auteurs qui reviennent et tout, donc il y a des gens qui disent encore. Mais voilà, mais après il y a plein de romans que je cite souvent, donc voilà, c'est lequel. J'ai pas deviné en tout cas, mais je suis assez curieuse. Est-ce que tu veux nous parler sans parler de ton roman suivant? Alors je parlerais bien d'une pièce de théâtre. Que je pense que beaucoup de gens connaissent. Alors c'est pareil. Et j'ai pensé alors à c'est ma pièce de théâtre préférée.
Et à chaque fois que je la relis, à la fin, je pleure. Donc c'est vraiment, du coup, c'est une fin un peu tragique. Je me suis posé la question, comme c'est un grand classique, est-ce que j'ai le droit de dire le titre ou pas pour expliquer, est-ce que j'ai le droit de spoiler ou pas? Je peux essayer de faire un truc sans spoiler, mais je suis désolée si vous devinez, parce que c'est quand même un peu dur. Après, je pense que s'ils devinent, peut-être, parce que c'est connu, donc voilà, c'est que soit ils l'ont déjà lu, soit c'est que vous connaissez. Si vous devinez, c'est que vous connaissez. Voilà. Donc c'est une pièce où au dernier acte, oh là là, comment on va définir ça? S'ils reconnaissent, c'est qu'ils l'ont lu, je pense. Ou alors c'est que c'est assez un classique qui est rentré dans dans la conscience collective, et du coup, voilà, tu vois. Il y a une sorte, comment dire, d'histoire d'amour tragique, dans le sens où, au dernier acte, le type qui est amoureux de la fille lui dévoile son amour, mais au moment où c'est trop tard. Moi, je pense pas plusieurs pièces de théâtre où une question d'amour trop tard, hein, on l'apprend trop tard, hein, donc t'inquiète. Hein. Et en fait, c'est comment dire, je trouve que c'est magnifiquement écrit, mais toute la pièce est très très bien écrite. C'est-à-dire que moi, je suis assez sensible aussi à cette sonorité-là, parce que c'est écrit en vers, en alexandrin, je pense. Et donc, il y a toute l'histoire est construite pour arriver à ce point de tension où, en fait, bon, ça aurait pas pu finir plus mal, en fait. Tout le monde est malheureux à la fin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une intrigue amoureuse où la fille a deux prétendants. Elle jette plutôt son dévolu sur l'un des deux, mais ce personnage-là, celui sur lequel elle a jeté son dévolu, meurt à la guerre il y a des années. Après, il y a une ellipse temporelle qui se fait qu'on se retrouve des années plus tard. Et où du coup, par respect, parce que le personnage principal a une autre idée de ce qu'est l'honneur, etc., et du coup, le personnage principal, par respect pour son camarade qui est mort à la guerre, pour l'amour que la fille qu'il aime lui a porté, etc., a toujours tué son amour pour elle et les petites libertés qu'il avait prises dans le passé. Vraiment, si j'en dis plus, vous devinez immédiatement de quoi il s'agit, parce que tout le monde connaît ces libertés-là qui ont été prises dans cette espèce de cours avec deux personnages qui sont amoureux de la même fille. Mais bon, c'est trop dur de parler d'un truc sans dire ni le nom des personnages, sans dire des éléments que tout le monde connaît, parce que c'est un très grand classique de la littérature et que au moindre mot, c'est bon, vous reconnaissez. Et donc à la fin, en fait, il y a tout un ensemble, c'est-à-dire que dans son dernier acte, avant de mourir, il va révéler à la fille qu'en fait, il est amoureux d'elle depuis toujours, et la fille va le comprendre et va se rendre compte qu'en fait, ses sentiments auraient pu être partagés si elle avait eu plus d'informations que ça avant. Donc il y a un peu une double tragédie où en fait, ils auraient pu faire quelque chose ensemble, mais ils se sont loupés. Par honneur, par manque de communication, par plusieurs éléments comme ça, qui sont tous honorables. Et puis après, il y a jusqu'à la dernière fin où il meurt, et c'est magnifique. Ok. Moi, ça me fait penser à ce côté-là, se louper, et l'honneur, etc., ça me fait penser à un autre classique de la littérature française. Mais bon. Vu que tu as précisé que c'était une pièce de théâtre, ça exclut d'office. Ou pire, je coupe au montage. Je valide complètement ce choix, en tout cas. Et je pense que c'est qu'il aura reconnu aussi, parce que voilà, c'est une œuvre dont, voilà, disons qu'elle a fait ses preuves, je pense. C'est pas un classique pour rien. Mais ouais, mais c'est la pièce de théâtre préférée de beaucoup de gens, en fait. En discutant un peu avec les gens, elle revient très souvent. Je vais enchaîner du coup avec mon deuxième roman,
où là, on a une fin assez brusque, fin très abrupte, encore plus que celle du roman précédent dont je parlais, je trouve. Et justement, c'est le fait que la fin soit brusque que je trouve ça brillant. En fait, c'est comme si on a la tension qui monte et on a le climax et hop, c'est fini. Le truc, c'est fini, t'es laissé en état de choc en fait. Et alors pourquoi c'est brillant alors que parce qu'en fait ça concerne un personnage qu'on suit depuis le début, dont on connaît l'histoire, les tourments. C'est un personnage qui a une psyché assez torturée, qui est un peu en pleine autodestruction. Et donc ça monte, ça monte, ça monte. Tu sens que ça va pas là dans la tête et ça finit. Le personnage meurt. Et après, d'une façon voilà, qui est aussi assez intéressante. Et en fait, après la mort du personnage, boum, t'as un paragraphe qui conclut le récit, les autres personnages qui viennent, et c'est tout. Donc les autres personnages que quand même t'as suivi tout au long de l'histoire avec le personnage principal, bah voilà, en 2-3 phrases, bah lui il est devenu ça, lui il a fait ça, lui il est reparti, hop, fini. Parce qu'en fait, une fois que ce personnage qui est au centre de tout meurt, bah, tu t'aperçois en fait que les autres ils avaient pas vraiment d'importance parce que c'était pas eux le véritable sujet de l'histoire. En fait, c'est une fin qui est choquante, mais qui est pas surprenante. Parce que, en fait, la fin, quand tu as lu le récit, elle est logique, en fait, que ça culmine, c'est tout qui culmine dans ça, en fait. Tout a été construit. Ce côté, ce personnage qui sombre dans la folie, dans la paranoïa. En fait, on sait, par rapport à tout ce qu'on a lu, que le récit n'aurait pas pu se terminer autrement. Et en fait, d'ailleurs, c'est un des romans aussi, et on pourrait dire la boucle est bouclée aussi dans celui-là, parce que c'est le genre de roman, j'aime beaucoup quand c'est fait, où l'excipit, la dernière phrase, fait écho à l'incipit à la première phrase, c'est la même. Ça reprend presque mot pour mot. Donc encore une fois, la boucle est bouclée, et vu que du coup, c'est cette boucle-là, en fait, c'est un truc sans fin, c'est un enchaînement sans fin, du coup, en fait, les personnages étaient presque condamnés par avance, vous pouvez pas en être autre. C'est pour ça qu'on peut se permettre que ça soit aussi brut, parce que c'était logique en fait que ça arrive. Fallait que ça arrivera à un moment ou à un autre et ça arrive là. Donc une fois que c'est arrivé, bah hop, bah c'est fini, il n'y a pas besoin de s'attarder. C'est intéressant aussi. On parle de la fin, mais en fait, il y a beaucoup de suspense sur. En fait, c'est quoi le livre? Comment il y a plein de suspense. Tu me diras après si tu veux que je te les révèle ou pas. Ouais, tu me diras. Tu en avais un dernier, je crois. Alors, le dernier que j'ai choisi, en fait, c'est rigolo parce que je vais pas pouvoir spoiler beaucoup parce que j'ai pas un souvenir très clair de comment exactement ça se termine. Mais l'anecdote est intéressante, je pense. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais ado, c'est pour ça que ça fait un peu loin et je me souviens plus de tous les détails de l'intrigue, etc. Et c'est un roman que j'ai absolument adoré, mais justement que je veux pas relire pour garder le souvenir adolescent que j'en ai, pour pas le modifier. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, ce qui m'a donné envie de lire ce livre-là, c'est parce qu'on en a étudié un extrait en français quand j'étais au collège. Je pense que j'étais en 4e, un truc comme ça. Prof de français qu'on avait, je voudrais me souvenir de son nom, mais malheureusement, je m'en souviens plus du tout. Elle nous avait donné un extrait pour faire un exercice de grammaire ou de quelque chose comme ça. Et c'était un dialogue un petit peu étrange et décalé entre deux animaux. Cet extrait m'a parlé, mais un peu comme, je sais pas comment dire. C'est comme quand, tu sais, on peut être un peu ému par un poème ou par une œuvre d'art, un tableau contemporain, et on ne sait pas exactement expliquer pourquoi est-ce que ça nous touche, mais on a une sorte d'attraction pour cette œuvre-là. Et ça m'a fait un peu ça, et du coup, de cet extrait, ça m'a donné envie de lire le livre. C'est un dialogue, en fait, c'est très métaphorique, c'est une métaphore de quelque chose qu'on comprend après en lisant le roman. Et c'est en lisant le roman, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'excipit du livre. L'extrait qu'on a étudié en classe, c'était c'était le dernier chapitre, vraiment la toute fin du roman. Donc voilà, dans un style un petit peu, il y a un petit côté surréaliste dedans, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai aimé la poésie justement de ce dernier extrait qui est aussi un peu
avec un côté un peu tragique aussi, mais qui est assez étonnant, d'un dialogue entre deux animaux. C'est intéressant que c'est la fin d'un roman qui t'ait donné envie de le découvrir. Mais je savais pas que c'était la fin, du coup. Mais ouais, c'était... Et du coup, j'ai lu la fin avant de lire le reste, mais je le savais pas. Et du coup, big up à tous les profs de français qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a. Moi, pour mon dernier roman que j'ai choisi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai choisi par rapport à l'émotion que ça me fait ressentir. C'est vraiment, j'ai noté, c'est la fin qui me fait pleurer à chaque fois que je le lis. Donc, donc là, c'est purement émotionnel parce qu'en fait, alors après, c'est un de mes romans préférés, c'est peut-être mon roman préféré, donc il y a aussi un côté très personnel, bien entendu. C'est un excipit, pareil, qui est si beau et si poétique qui me fait pleurer parce qu'en fait, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, c'est la fin d'un long voyage initiatique. Et ça a trouvé écho dans une part, peut-être l'enfant en moi, l'enfant qui vit encore en chacun de nous. Donc moi, j'avais prévu peut-être de le lire, mais du coup, je remplace le nom du personnage par un autre prénom. Je t'en avais peut-être déjà parlé une fois de cet extrait quand on échangeait des extraits justement qui nous avaient marqué. Si vous avez lu le roman, vous le reconnaîtrez, mais vous le reconnaîtrez pas si vous n'avez pas lu le roman en fait. C'est pas un classique non plus. La porte de la chaumière s'ouvrit. Une femme se profila dans l'embrasure. Elle avait des cheveux noirs, des yeux verts. Elle tenait dans ses bras un petit garçon, un nouveau-né qui s'accrochait à son chemisier pendant qu'elle marchait vers Arthur. Car dans ce pays, une vie entière n'est qu'un moment, et chaque homme invente en rêve son propre paradis. Alors, dans l'obscurité, Arthur ferma les yeux, et tout ce qu'il avait perdu lui fut enfin rendu. Qu'on a tout le parcours de ce Arthur qui s'appelle pas Arthur. Ça, en fait, il suffit de ça, puis c'est bon, je fais en larmes, quoi. C'est le bouton, faut appuyer, quoi. Parce que c'est tellement la conclusion parfaite pour le parcours du héros. C'est la fin d'une époque, c'est la fin de quelque chose, vraiment. C'est quelque chose, en fait, qui fait écho, je pense, à chacun de nous, parce que ça évoque quelque chose de très humain. D'accord. Voilà. Intéressant aussi. Comme voilà. Ça, vous avez plein de recommandations auxquelles vous connaissez pas le titre de ce dont on a parlé, mais... Alors prenez le risque de vous spoiler. En vrai, je crois qu'on n'a pas trop spoilé quand même, hein. Ouais. Parce que le tout premier que tu as cité, moi, automatiquement, je l'ai pas lu, mais je suis obligée de connaître le titre parce que c'est moi qui vais écrire la description. Je sais pas comment ça se termine, du coup. Non, j'ai essayé, je me suis dit, il faut quand même... Parce que si je dis comment ça se termine, déjà, peut-être que vous allez plus reconnaître aussi ce que c'est. C'est-à-dire... Ouais, mais en fait, t'as évoqué comment la fin t'avait impacté toi, qu'est-ce que ça t'avait provoqué, pourquoi tu l'as aimé. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Et t'as évoqué un peu la technique narrative, le jeu qu'il fait par rapport à l'univers qui est différent d'une autre et tout. Mais en soi, on sait comment ça t'a provoqué ça, mais sans savoir c'est quoi la fin. On comprend le procédé sans savoir le fond en fait. Voilà. Donc pour moi, je pense que c'est bien. Voilà. On arrive à la conclusion, à la fin de cet épisode, du coup. Avant de nous quitter, Colombe, est-ce que tu peux parler, du coup, de tes actualités, là, donc la sortie de ton roman, je sais pas, peut-être que tu auras la possibilité de rencontrer tes lecteurs, etc. Et puis aussi, est-ce que tu as d'autres projets en cours ? Sortie de Silver Scalpel, dont je suis la co-autrice avec ma sœur Laure Bonnet, qui sort le 2 janvier 2025 aux éditions du Gros Caillou. Il est déjà en précommande sur toutes les plateformes. Donc si vous avez des étrennes à Noël, n'hésitez pas. Là, j'ai terminé le premier jet d'un roman je suis sur la fin de la réécriture, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour moi en ce moment, donc ça patine un peu, mais voilà, je termine la réécriture. Et après ça, on est en train donc déjà de reparler avec ma sœur de peut-être réécrire à 4 mains, mais dans un genre très différent. Super. On verra ce que l'avenir nous dira déjà. Puis merci de m'avoir accordé lors de ton temps du coup. Mais avec plaisir, c'était très intéressant, c'était très chouette. Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver, te suivre ?
Alors, exclusivement sur Instagram, Colombe B Lit. Colombe-B-Lit. L2T. Ok, et je mets tout ça dans la description comme d'habitude. Ah, super. Encore un grand merci à toi, Colombe. Ça a été Merci passionnant. de m'avoir invité. J'espère que l'épisode vous a plu. Nous, on se retrouve du coup à la fin du mois pour une interlude où je vous ferai un petit bilan de mon année. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes séances d'écriture et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!